Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Bienvenue à ce numéro de votre émission Le Grand Débat. L'Afrique est le berceau de l'humanité, dit-on. Mais lorsqu'il s'agit d'évoquer les grandes œuvres ayant marqué cette humanité, la Palme d'Or revient très souvent d'ailleurs aux savants européens, asiatiques ou américains. Les savants africains, eux, sont rarement cités à tel point qu'on se demande si l'Afrique est véritablement et effectivement le berceau de l'humanité. Pourtant, oui, pourtant, ces savants africains ont pris part à l'évolution de l'humanité. Mais leur savoir, leurs connaissances sont portées par d'autres savants non africains ou peinent à être légués à la génération africaine montante. Pourquoi cet état de choses? Sur ce plateau de grand débat, mesdames, messieurs, nous recevons deux grands enseignants, chercheurs, qui depuis quelques années ont décidé de révéler ce qui jusque-là reste inconnu du grand public, pour ne pas dire du grand nombre des Africains. Dodji Dieuti Olu, vous êtes docteur en philosophie et enseignant en France. Vous êtes venu au Bénin où vous avez donné plusieurs conférences. Vous êtes également passé dans des écoles à la rencontre des tout petits apprenants et des adolescents de nos lycées et collèges. Vous nous direz dans les minutes qui vont suivre pourquoi avoir choisi donc cette stratégie-là. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. En face de vous, nous avons le professeur Patrick Ouessou. Il est d'abord docteur en sciences de l'éducation, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi et professeur titulaire des universités du CAMES. Professeur Ouessou, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Alors, dites-nous tout de suite, nous allons commencer par la toute première question. J'ai envie de poser cette question au docteur Dodji. Dites-nous, en quoi est-ce important aujourd'hui de révéler la contribution des savants africains dans l'évolution de l'humanité? Dans un discours célèbre, un discours aux États-Unis, Cheikh Anta Diop, en 1985, disait « Quiconque tient l'histoire d'un peuple tient son âme, mais quiconque tient la spiritualité d'un peuple le contraint à vivre sous le joug d'une servitude éternelle. » Donc un peuple en réalité qui ignore son histoire ne peut pas bâtir son avenir. La connaissance de la gloire passée est effectivement une nécessité pour la nouvelle génération, car c'est à partir de l'ancienne code qu'on pourra tisser la nouvelle. Alors, est-ce que vous partagez, professeur Ouessou, l'avis du docteur Dodji, qui pense qu'il faut véritablement que la nouvelle génération sache ce qui s'est passé? Absolument, je la partage totalement et nous sommes de toutes les façons sur la même longueur d'onde. Et toujours pour rester dans l'esprit de ce que Cheikh Anta Diop a souhaité faire tout le long de sa carrière, parce qu'il faut rappeler que nous sommes en train de fêter aujourd'hui, enfin quand je dis aujourd'hui, c'est pas ce jour-ci, mais depuis le 7 février, Cheikh Anta Diop est parti, cela fait 35 ans aujourd'hui. Mais quelle est la présence de Cheikh Anta Diop dans la tête de nos enfants, dans la tête de nos enseignants, dans la tête des Africains? La question mérite de se poser. Et justement, le travail que Cheikh Anta Diop a fait était d'essayer de remettre un peu à jour ce que je pourrais appeler la conscience historique, de redonner à l'Africain une sorte de conscience historique sans laquelle aucun développement n'est possible, en vérité. Justement, quand on parle du berceau de l'humanité, on ne fait qu'évoquer l'Afrique. Donc, l'humanité aurait pris corps en Afrique. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui, des siècles après, que l'Afrique soit à la traîne et qu'elle ignore même son histoire, si tant est que la vie a commencé ici en Afrique? Bien. Et le constat que l'Afrique soit le berceau de l'humanité, on le doit une fois de plus encore à Cheikh Anta Diop. Et laissez-moi vous dire très sommairement qu'au colloque du Caire, en 1974, donc cela fait aujourd'hui 46 ans, deux savants africains, en l'occurrence Cheikh Anta Diop,
et Théophile Obenga, qui est toujours vivant. C'est un monument scientifique que nous avons toujours. Sur la base de ces affirmations que Cheikh Anta Diop commençait déjà à développer à partir des recherches qu'il avait commencé à mener, ont affronté pratiquement toute l'érudition mondiale scientifique. Et au sorti d'une semaine de colloque qu'il y a eu, les thèses de ces deux grands savants africains l'ont emporté. Et tout ce que Cheikh Anta Diop a demandé à l'époque, c'était quoi? Que les manuels scolaires, les manuels pédagogiques, aussi bien en Europe qu'en Afrique, soient corrigés. 46 ans après, il n'en est toujours rien. Mais comme je vous le disais, pour répondre à votre question, c'est justement ces recherches qui nous ont permis de comprendre qu'aujourd'hui, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais pas seulement le berceau de l'humanité, le berceau aussi de l'humanisme. Malheureusement, nous ne tirons pas toujours très bien les conséquences de cette affirmation-là, de cette petite affirmation. Et on travaille à ne pas nous faire comprendre sa portée. Mais quand vous dites, professeur Ouessou, que l'Afrique est non seulement le berceau de l'humanité, mais aussi de l'humanisme, qu'est-ce qui fait que l'on caractérise, que l'on désigne ce continent par un continent de sauvages? Très bien, j'ai dit, donc l'Afrique est le berceau de l'humanité, n'est-ce pas? L'humanité, donc je fais court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. L'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est dire que c'est en Afrique que sont nés les premiers hommes. L'Afrique est le berceau de l'humanisme, ça veut dire que c'est en Afrique qu'est née toutes les sciences qui placent au centre l'homme. À commencer donc par les sciences humaines et sociales, les sciences mathématiques, et M. Djaouti là est très bien placé pour vous le dire, et j'en profite, je fais une petite parenthèse sur la présentation qui a été faite de lui. Il est docteur en philosophie, oui, mais il n'est pas que philosophe. Et vous aurez constaté, si on avait la possibilité de vous exposer plus d'une trentaine d'ouvrages qu'il a déjà écrits, qu'il a déjà à son actif, vous aurez constaté, pour reprendre l'expression d'un grand savant, qu'il fait l'apprentissage de l'érudition, ce dont Cheikh Anta Diop s'était montré compétent. C'est-à-dire quoi? Qu'il est à la fois capable de vous parler en profondeur des mathématiques, comme de la littérature, comme de la philosophie, comme de l'astronomie, et beaucoup d'autres disciplines. Ce vers quoi la plupart de nos premiers savants tendaient. Mais aujourd'hui, nous avons tendance à morceler, à saucissonner le savoir. Oui. Et en fin de compte, on ne fait pas l'apprentissage de ce que mon ami Djaouti pourrait appeler l'apprentissage total, holistique, l'apprentissage global. Alors, cela me permet donc de poser la question au docteur Dodji. Docteur Dodji, on parle aujourd'hui de spécialisation qui expliquerait donc le saucissonnement du savoir. Et on dit aussi que qui trop embrasse, mal étreint. Est-ce que c'est ce qui justifie aujourd'hui le fait que les Africains ou bien certains Africains ne s'intéressent plus à la connaissance de plusieurs domaines à la fois? En Égypte ancienne, que l'on peut considérer comme la plus grande civilisation de tous les temps, une civilisation qui a dominé le monde pendant près de 5 millénaires sans partage. Donc la connaissance était perçue comme une totalité. Donc on parlait du Rek Neter. Le Rek Neter, donc c'est un Médou Neter. Le Médou Neter qui signifie, c'est la langue parlée par nos ancêtres, donc qui signifie parole de Dieu. Les Grecs ont parlé d'hiéroglyphes, gravure sacrée, quand il s'agit de l'écrire. Et donc, ils parlaient donc de Médou Neter et en Médou Neter, ils parlaient donc du Rek Neter qui est une connaissance totale. Cela signifie qu'on ne peut pas être un astronome sans être un mathématicien. Donc, je prends le cas de Imhotep, qui est le premier savant universel connu qui a vécu en moins de 2800, qui est le père de la médecine et de l'architecture. Donc il est l'inventeur des principaux outils de chirurgie, le scalpel, le bistouri, le cathéter ou même du stéthoscope. Et il est également l'inventeur de la première pyramide égyptienne, qui n'est pas la première connue, la plus ancienne, qui n'est pas la plus ancienne. La plus ancienne connue se trouve au Niger, donc à Danbarki, près de la ville, à 20 km de la ville de Zinder. C'est une pyramide qui a été découverte en 2012 par Souley Garba, et qui date de moins 9700. Et donc, Imhotep était à la fois astronome, mathématicien, chimiste, physicien. Donc la connaissance était perçue effectivement comme
comme un ensemble, car en fait, l'initiation que nos ancêtres appelaient Bassa, l'initiation, devait permettre à l'individu un épanouissement à la fois corporel et énergétique. Bon, le corps est à la fois énergie, parce que je ne veux pas utiliser le mot âme ou esprit, car ces mots n'étaient pas connus de nos ancêtres. Ce sont des mots, le mot âme est un mot latin, anima, le mot esprit, c'est un mot latin. Donc le mot utilisé par nos ancêtres, c'est le mot énergie. Tout est énergie. Et cette énergie, c'est le Noun. Au commencement était le Noun. Ce Noun va donner effectivement naissance plus tard à la triade cosmique, Atum, Rek et Pri, et aux 4 éléments, puis à la vie. Donc il est indispensable effectivement pour nos ancêtres de concevoir cette interdépendance, car l'être humain est en même temps une totalité. On ne peut pas concevoir un être humain sans poumons, sans oreilles, sans cœur, tous les organes se mettent en place. Effectivement, tous les organes fonctionnent de manière interdépendante. Donc la connaissance est également perçue de... Alors, donc, si je vous comprends bien, on peut donc affirmer sans coup férir ou bien sans se tromper que la science, le savoir existait déjà en Afrique avant sa rencontre avec l'Occident. Effectivement, on peut même citer des témoignages grecs quand on prend un traité d'Isis et d'Osiris de Plutarque qui dit « C'est pense-t-on pour l'avoir appris des Égyptiens qu'Homère et Thalès posaient l'eau comme le principe premier à l'origine de toute chose. » Donc Thalès a ce qu'on prétend et Hippocrate de Chos, le mathématicien, ont fait du commerce et Platon vendit de l'huile pour couvrir ses frais de voyage en Égypte. Diogène Laërce dit « Thalès n'eut point de maître excepté le fait que lors de son séjour en Égypte, il vécut auprès des prêtres. » Isocrate situe l'origine même de la philosophie en Afrique. Donc il dit, dans Busiris, il dit Pythagore de Samos venu en Égypte et s'étant fait les disciples des gens de là-bas fut le premier à rapporter en Grèce toute philosophie. Hérodote dira, c'est à mon avis en Égypte qu'est née la géométrie et c'est de là qu'elle vint en Grèce. Donc il y a de nombreux témoins. On nous donne même le nom de ceux qui ont formé les Grecs. Plutarque notamment dans le traité d'Isis et d'Osiris, il dit, on dit que Dox fut instruit par Confucius. Donc Confucius c'est Kumnefer. Solon par Sonchiv, donc c'est Sangaré, et Pythagore par Umnefer. Ils sont venus faire leurs âmes en Afrique. Effectivement. Alors, professeur Ouessou, je voudrais vous demander, qu'est-ce que ça nous apporte concrètement au jour d'aujourd'hui de savoir que nos ancêtres étaient des scientifiques, que le savoir était africain avant sa rencontre avec l'Occident? Mais ça nous apporte un positionnement psychologique différent de celui dans lequel nous avons été jusqu'à présent. Et c'est très important, contrairement à ce que certaines personnes ont tendance à laisser croire. Vous voyez bien, il l'a brillamment expliqué en peu de temps. Toutes les sciences sont nées en Afrique. Mais demandez-vous pourquoi, quand on nous apprend ces choses-là à l'école, on ne s'arrête qu'à l'époque gréco-romaine. Pourquoi insistons pour nous faire croire que ce sont les Grecs qui ont tout inventé? Pourquoi nous fait-on croire que le miracle scientifique est grec? Alors que les Grecs ont tout appris de chez nous et que une littérature importante témoigne de cela. C'est parce que la connaissance de soi, la connaissance historique, donc, comme disait Cheikh Anta Diop, est fondamentale pour le développement de l'individu. Il y a une perception des choses que j'aime souvent exposer. Vous ne pouvez pas vous projeter dans le développement si vous ne vous connaissez pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes, permettez l'expression, en errance. Nous errons parce que nous ne savons pas où nous allons en vérité. Et nous accordons toujours du crédit au premier venu. Mais imaginez un instant qu'on puisse arriver à développer cette conscience historique qui nous permet de savoir réellement qui nous étions. La conscience, la connaissance de nous-mêmes, forcément, nous conduira à avoir confiance en nous. Et lorsqu'on a confiance en nous, mais forcément, on ne peut avoir qu'une bonne estime de soi. Et donc, on est moins porté à avoir tout le temps des comportements occidentaux qu'on reproduit ici. Et quand surtout, sur le plan scientifique maintenant, on sait que nous sommes les héritiers des génies de ce monde. Quand je dis génie, je parle de génie scientifique. Quand on sait que, sur le plan scientifique, nous sommes les héritiers de ceux-là qui ont inventé toutes les disciplines, ce qu'on ne nous fait pas souvent comprendre, mais vous comprenez que l'enfant est amené à avoir plus confiance en lui-même et à être certain qu'il peut encore toujours apporter dans ce monde. Et le génie africain
a toujours existé, aussi bien depuis les siècles antiques dont nous parlons qu'au siècle moderne, même en passant par l'esclavage. Sauf que... Justement, je ne vous arrête pas, professeur, je rebondis juste sur ce que vous dites pour vous demander, est-ce que nous pouvons avoir des exemples de savants africains dans l'ancien temps comme dans le temps moderne qui ont véritablement impacté l'évolution de l'humanité? Il vient déjà de vous en citer quelques-uns et je vais peut-être lui laisser encore la parole pour qu'il en cite d'autres, certainement, mais en dehors de Imhotep, je suis là dans l'ancien temps, d'accord? On va citer également Éminiou, qui a été un architecte extraordinaire. Mais pourquoi quand on fait les études d'architecture, on ne parle pas de Éminiou à nos enfants? Alors qu'Éminiou a... Et vous imaginez, nous ne sommes pas en train de parler de sciences anciennes. Non. Nous sommes en train de parler de sciences qui sont d'une modernité extraordinaire parce qu'il est prouvé qu'aujourd'hui, les Occidentaux, avec toute la science qu'ils disent moderne, ne sont toujours pas encore arrivés à reproduire les pyramides. Ça veut dire qu'il y a une science qui était mise en application moins de 2000 ans avant, qui est toujours d'une actualité déconcertante. On ne nous dit pas souvent qu'en sociologie, le premier traité de sociologie est de Hippo-Our, donc d'un Africain. On ne nous dit pas souvent que les premières recherches, ou du moins les premiers écrits sur la spiritualité, on peut les retrouver aussi avec Akhenaton. On ne dit pas souvent ces choses-là. Mais quand on traverse le temps et qu'on en vient à aujourd'hui, j'ai fait un exercice avec mes étudiants, très peu connaissent Cheikh Modibo Diarra. Ah bon? Très peu. Ils ne le connaissent même pas. Combien de personnes connaissent Philippe Emeagwali? Pourtant, on nous présente l'Internet que nous utilisons aujourd'hui comme étant une invention des Occidentaux. Mais ce n'est pas les Occidentaux qui ont inventé Internet, c'est Philippe Emeagwali qui, à travers les calculs qu'il est arrivé enfin, la machine, l'ordinateur qui est capable de faire plus de, je crois, 3 milliards d'opérations par seconde. 3,1. Plus de 3,1 milliards d'opérations par seconde. Voilà les scientifiques que nous avons aujourd'hui. Évidemment, je cite ceux-là, mais j'aurais pu citer celui que nous avons cité jusque-là, Cheikh Anta Diop. J'aurais pu citer Théophile Obenga. Mais des gens qui sont d'une puissance intellectuelle que l'on travaille à ne pas faire connaître. Parce que ce discours-là, il ne faut pas qu'on l'entende. Parce que l'Africain doit, quelque part, dans sa tête, être toujours convaincu de celui-là qui n'a rien apporté à l'humanité. Et vous voyez bien qu'il y a un lien entre ce travail de la perte de conscience de soi qui est fait avec l'environnement dans lequel nous sommes et qui intéresse politiquement les gens. Justement. Je n'en dirai pas plus, vous comprendrez. Parlons de l'environnement, Dr Dodji. Pourquoi le système éducatif des pays africains en général, pour ne pas dire béninois en particulier, n'enseigne pas ces choses à nos enfants ou ne nous enseigne pas ces choses? Si vous me permettez, je vais rebondir un peu sur quelques savants. Donc, on avait effectivement cité Imhotep, Émionou, qui a bâti une pyramide, la pyramide du pharaon Khufu en moins de 2600, qui a seulement 0,01% d'erreur. Donc, c'est du jamais vu. Donc, on a également Méripat, qui est la première femme médecin connue dans l'histoire de l'humanité, qui a vécu en moins 2750. Et ça, nous parlons de nos ancêtres. Oui, de l'Antiquité. Nous parlons des Africains. Des Africains, effectivement. Donc, des Noirs égyptiens. Donc, Hérodote disait que ils avaient la peau noire et les cheveux crépus. Donc, Otikai, Mélan, Croès, et Ifikai ou l'autre. Donc, et Aristote précise effectivement qu'ils avaient également la peau excessivement noire. Donc, Ten Agan Mélanès. Donc, effectivement, on a également Passachatou, qui était la première femme physicienne connue dans l'histoire de l'humanité, qui a vécu en moins 2700. Metjen, qui a vécu en moins 2600. Et on retrouve dans sa tombe la formule pour calculer l'aire du rectangle, donc longueur fois largeur. Il est l'inventeur, on peut le considérer comme l'inventeur de cette formule. On a également Amoussou, qui a vécu en moins 1650, qui a écrit le premier traité de mathématiques de l'histoire. Donc, on y trouve 87 problèmes de mathématiques résolus. Donc, au problème numéro 41, on a la formule pour calculer, par exemple, le volume du cylindre. Pierre au carré fois la hauteur. Donc, l'aire du cylindre, donc 2 pierres fois la hauteur. Donc, on a au problème numéro 51, la formule pour calculer l'aire du triangle. Donc, grande base fois hauteur sur 2. Grande base plus petite base fois hauteur sur 2, c'est le trapèze qu'on trouve au niveau du problème numéro 52.
Et on a les théorèmes qu'on attribue généralement à Thalès et à Pythagore au problème numéro 53 et au problème numéro 60. On a également un autre papyrus. Des problèmes qui ne leur appartiennent pas. Et effectivement, non, ce sont des qui sont pour les Africains. Oui, c'est un document africain qui date de moins 1650. Mais qu'est-ce qui explique ce vol? Ce vol, bon, on parle de l'héritage volé. On parle de l'héritage volé, donc, parce que pour mieux comprendre ce vol, il faut remonter à la préhistoire. Il faut remonter à la préhistoire parce que les peuples, nos ancêtres, identifiaient certaines populations. Donc, ils s'identifiaient en tant que des Rémétous. Des Rémétous, c'est-à-dire les hommes perfectibles dans l'excellence. Et ils identifiaient les autres Africains du continent comme les Téfiou, donc des astronomes, des scientifiques. Par contre, les ancêtres des Juifs et des Arabes sont désignés par le thème Amou. Donc, ça veut dire les errants. Et les Indo-Européens qui ont la même origine que ces Amous, en réalité, sont désignés par les Téméou, donc les hommes colériques. Ils ont la même origine, ce sont des nomades. Et ce sont des nomades qui attaquent généralement des peuples sédentaires. Donc ils s'attribuent en réalité l'héritage, les richesses. Des peuples qu'ils combattent. Et qu'ils combattent, effectivement. C'est l'origine même de l'esclavage. C'est l'origine même de l'esclavage a commencé le jour où le nomade a attaqué, a soumis le sédentaire. Donc c'est l'idée, c'est une forme d'impérialisme en réalité, mais qui s'explique par un mode de vie. D'accord, mais revenons à l'autre question. Qu'est-ce qui explique le fait que dans les programmes éducatifs africains, l'on n'enseigne pas ces choses aux enfants? Bon, effectivement, la question est assez, la réponse est assez simple. Jusqu'à une certaine époque, l'Afrique avait l'initiative politique, économique, donc, mais on a subi quelques atrocités telles l'esclavage, la colonisation. Donc aujourd'hui, les séquelles sont encore réelles. Les séquelles sont encore là, donc je ne pense pas qu'on puisse résoudre en un siècle un problème qui a duré près de 2000 ans. Parce qu'il y a eu la traite négrière arabo-musulmane qui a commencé en 600, bon, au 7e siècle. Lorsque les Arabes ont attaqué l'Égypte en 639, il y a eu la traite négrière européenne, il y a eu l'esclavage. Donc je pense que c'est petit à petit que le problème trouvera une solution. D'accord. Mais il faut changer de paradigme. Voilà. Néanmoins, il faut changer de paradigme et retrouver également la véritable source que sont les véritables sources, que sont les papyrus de nos ancêtres égyptiens, les documents de l'Empire du Mali, de l'Empire du Ghana, qui furent les premières puissances économiques de leur époque. Alors, professeur Ouessou, si tant est que les Africains sont indépendants, qui est-ce qui leur impose de ne pas enseigner ces choses à leur population? Si tant est que les Africains sont indépendants, et si tant est qu'ils n'étaient toujours pas indépendants. Voilà la question. Eh bien voilà, donc en vérité, c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Et je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot. On voit bien que nous ne sommes toujours pas indépendants. C'est le lieu de le dire sans embâche. Nous ne sommes pas indépendants. Pourquoi? Parce que si nous étions indépendants, nous aurons la décision de choisir les programmes que nous enseignons. Mais vous voyez, je vous ai dit quelque chose qui peut-être n'a pas très bien retenu votre attention, mais je vous ai dit, et c'est consigné dans le rapport, et c'est consigné dans les travaux du colloque du Caire, d'accord? Depuis 1974, Cheikh Anta Diop n'a demandé qu'une seule chose. Vous dites que j'affabule, vous dites que ce que je dis n'est pas vrai. Eh bien, je vous invite à un colloque scientifique, et à ce colloque scientifique, je dis bien, tout le monde entier était réuni. Les savants les plus méritants occidentaux étaient présents. Mais les thèses l'ont emporté. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Que si nos thèses l'emportent, si vous finissez par reconnaître que nous avons dit la science et non fait de l'idéologie, alors corrigez tout simplement les manuels scolaires et les supports pédagogiques. C'est la seule chose que demandait Cheikh Anta Diop. 46 ans après, nous en sommes toujours là. Donc vous voyez bien qu'il y a une volonté manifeste, construite de tout ce que vous pouvez imaginer, à ne pas voir l'Afrique se réveiller. Je suis d'accord avec vous peut-être, mais quand c'est comme ça, est-ce que quelque part, on ne pourrait pas penser que toute la communauté mondiale scientifique ne partage pas ces vérités? On pourrait le penser, mais ce que vous oubliez aussi, et ça on ne le dit pas souvent, excusez-moi, nous sommes dans une actualité donnée, celle du Covid. Vous voyez bien que toutes les voies scientifiques
qui pensent autrement de la question sont farouchement combattus. Oui. Je ne vous parle pas du professeur Didier Raoult, je ne vous parle pas du professeur Perron, je ne vous parle même pas de Luc Montagnier, ancien prix Nobel de la santé. On peut même élargir le problème au paludisme. De la même manière, lorsqu'on commence à parler de tout ce dont nous sommes en train de vous parler, je peux vous assurer qu'en Europe, il y a énormément de chercheurs scientifiques qui disent ce que nous disons. Yves Coppens a montré que nous venons tous des Africains, ils le disent. Richard et l'autre, j'oublie son nom. Bon, bref, il y a énormément. Je pense à Christiane Desroches-Noblecourt, je pense à Germaine Dieterlin, je pense autant de chercheurs qui ont montré que l'Europe n'avait rien à apporter à l'Afrique. Au contraire, l'Europe a usurpé de toutes les connaissances africaines. Mais vous voyez que même chez eux, ce genre de discours fait par des scientifiques sont frappés d'ostracisme et à la limite, ces chercheurs-là aussi sont ostracisés chez eux. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ce constat-là et puis s'en arrêter là, mais c'est un diagnostic. Il est réel, il est objectif. Après, quand nous savons tout ça, quand nous avons la possibilité aujourd'hui de réaliser que tout ce qu'on a le sentiment d'être des révélations aujourd'hui sont en fait des documents conservés dans leur musée. Parce que le docteur Djaouti vous a dit tout à l'heure, il a parlé des papyrus. Oui. Mais ces papyrus-là, on les découvre où? On les découvre encore dans les musées occidentaux. Vous irez en France, vous les trouverez. Vous irez en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Australie. Dans leurs musées, ils conservent toujours nos héritages qu'ils sortent de temps en temps. Allons maintenant même dans les musées. Le confrère Lasconi a fait une intervention hier à la librairie à Kanga sur justement les trésors pillés de l'Afrique. Et on voit que ces trésors sont pour la plupart conservés chez eux. Donc ils les conservent et ils savent bien que ce que nous disons est vrai. Alors une fois qu'on sait tout ça, qu'est-ce que nous avons à faire désormais? Je crois qu'il y a quelques, à part ce débat-là, il y a quelques présidents africains, en l'occurrence le Béninois et le Sénégalais, qui demandent que les biens africains volés soient retournés. Et c'est déjà un pas. C'est déjà un très grand pas qu'il faut saluer, qu'il faut féliciter. Mais après, Africains universitaires, nous devons apprendre aussi disons, à prendre connaissance de cette documentation-là, parce que sur la documentation, l'Afrique possède les manuscrits les plus anciens et les trouvailles scientifiques les plus anciennes. Pourquoi il n'existe pas un paradigme scientifique africain? Alors qu'on vous parlera du paradigme scientifique chinois, on vous parlera du paradigme scientifique russe, du paradigme scientifique européen, mais qu'on tente d'imposer à tout le monde. Mais pourquoi il n'y a pas un paradigme scientifique africain alors qu'il vient de vous montrer que même le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, mais Thalès ne savait même pas écrire. Bon, aujourd'hui, on sait ces choses-là, mais il faut les transmettre à nos enfants pour que très tôt, ils apprennent à avoir confiance en eux. Justement, et cela me permet de demander au docteur Djaouti, pourquoi vous allez en contact, une fois que vous êtes arrivé au Bénin ici, de la jeune génération, des tout petits apprenants? Pour la souveraineté d'un peuple, ce sont les enfants qui doivent déterminer la souveraineté future d'un peuple. Et donc, la génération actuelle, celle de nos parents, de nos grands-parents, nous avons déjà été en quelque sorte formatés dans un autre système. Donc je pense qu'il faut plutôt éveiller la nouvelle génération. Car l'Afrique ne peut compter que sur ses enfants. Donc c'est dès le bas âge que nous pouvons inculquer à nos enfants l'idée selon laquelle l'Afrique est le berceau de l'humanité, des sciences, des techniques, car c'est ainsi en réalité qu'une nation apparaît au niveau de la conscience. Parce qu'une nation, c'est avant tout une conscience. Ouais. Une nation, c'est avant tout une conscience. C'est ce que Cheikh Anta Diop appelle la conscience historique. Il en appelle au panafricanisme. D'autres en appellent au panafricanisme comme celui que l'on peut considérer aujourd'hui comme le plus grand savant, Kaovi Rekmire. Kaovi Rekmire qui fait plusieurs émissions sur une chaîne qu'on appelle Taméri à Paris. Donc qui diffuse beaucoup d'informations et qui est
et qui est d'ailleurs sur le net. Hein, qui est sur le net, effectivement. Sur les réseaux sociaux, effectivement. pour ne pas les nommer. L'Afrique doit être fière d'un tel personnage qui est... Faites un monument d'érudition. Faites un monument. Pour le reprendre. D'accord, mais est-ce que vous pensez, en attendant que ces enfants ne prennent conscience, que cette jeunesse ne prenne véritablement conscience, que doivent faire le père, que doivent faire les aînés, la communauté scientifique africaine pour pérenniser cet héritage? Je pense qu'il faut créer des institutions. Où l'on pourrait diffuser cette connaissance ancestrale, mais qui reste encore moderne. Si l'on prend l'exemple des mathématiques, nos ancêtres ont développé des techniques de calcul qui nous permettent aujourd'hui de faire l'informatique, Internet. On peut faire 15 fois 5, par exemple, sans la table de 5. Parce qu'il est impossible de faire d'établir un système informatique sur la base de 1, je mets 2, je retiens 3 et ainsi de suite. Donc ce sont les systèmes de calcul, je peux donner un exemple si vous voulez. Si on donne 15 fois 5, donc on fait 2 colonnes. On prend 5, on va décomposer 5 en somme de puissance de 2. Dans la première colonne, on écrit 1, 2 et 4. Donc 5 est égal à 1 plus 4. Dans la deuxième colonne, on va dupliquer le plus grand nombre. Donc 15, 30, 60. Puisqu'on a pris 1 et 4 de l'autre côté, qu'on a additionné, nous allons additionner 15 et 60 de l'autre côté, ce qui nous donne 75. Donc 15 fois 5 est égal à 75. Mais ça, on ne l'enseigne pas à nos enfants. Et non, mais les Américains, les Canadiens notamment, envoient leurs étudiants en Afrique pour étudier les techniques de calcul d'origine africaine. Et donc ce sont ces techniques-là, par exemple, qui ont permis en fait la création du GPS. Et donc le GPS est effectivement également une invention africaine. C'est Gladys West, une africaine américaine. Ce sont les calculs de Gladys West qui ont permis en fait la mise en place du GPS qui est devenu opérationnel en 1995. C'est un Africain qui a inventé le frigo, comme il s'appelle John Steinhardt, le feu tricolore, Gareth Morgan. C'est lui également qui a inventé le masque à gaz, l'ampoule électrique, l'ampoule à carbone. C'est Howard Lewis Latimer. Edison a inventé le filament à papier qui ne durait que 30 heures. Qui ne durait que 30 heures. Donc Isaac Johnson a inventé le vélo, le cadre du vélo. Donc celui qui a réussi pour la première fois l'opération du cœur. Donc c'est également un Africain américain, Daniel Williams. Donc on a parlé également de Philippe Emeagwali qui a mis en place... C'est aussi un Africain qui a réussi pour la première fois à séparer 2 bébés siamois. Effectivement, donc il s'appelle Ben Carton. Donc effectivement. Donc, et c'était effectivement une prouesse scientifique, c'était également une prouesse. La fibre optique est une invention africaine, Thomas Mensa. Donc au Bénin, ici, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Bénin, on a Ariel Arwansou, en fait, qui a inventé la carte médicale universelle. Il y a Togoro Yakubuwa qui a inventé des machines agroalimentaires. Donc, des inventions, on en a et on en aura encore. Tout ce qu'il faut, c'est ce que nous faisons ici, la promotion, faire savoir. Mais vous, professeurs d'université, quand vous accueillez les enfants dans nos facultés, vous vous cramponnez entre griffes au programme imposé. Qu'est-ce qui vous limite dans votre liberté de donner cette soif aux enfants d'aller, de satisfaire leur curiosité? Non, programme imposé, je dirais non a priori, parce que justement, c'est l'un des avantages et l'une des spécificités de l'université. Il n'y a pas un programme figé comme on pourrait en avoir au primaire ou au secondaire. Même si là également, on pourrait travailler à corriger les choses, parce que ce n'est pas normal, et ça je le dis depuis déjà quelques années, ce n'est pas normal qu'on puisse continuer à avoir des auteurs comme Voltaire, qui étaient des esclavagistes, dans les programmes de nos enfants. Qu'on puisse continuer à leur enseigner cela. Les gens ont tendance à ne pas comprendre que les Voltaire, les Rousseau, les Victor Hugo sont des esclavagistes. Souvent, ça suscite des débats en notre propre sein, parce que certains ont tendance à penser qu'on attaque leur discipline. Alors qu'il n'en est rien. Il s'agit tout simplement aujourd'hui, au regard des informations dont l'humanité dispose, et que nous avons, il suffit simplement de faire des choix un peu plus judicieux et un peu plus...
j'allais dire, un peu plus souverain, psychologiquement acceptable, ne serait-ce que pour nos enfants. Parce que comment des gens qui vous ont vendu, qui ont même sorti des phrases exécrables vis-à-vis des Noirs, puissent être portés au firmament de la connaissance intellectuelle dans nos pays. Imaginez que chez les Juifs, on puisse enseigner Hitler. ça va être compliqué. Ah, ça va être compliqué. Bon, quand je dis ça, je reviens à la question fondamentale que vous avez posée, à savoir, à l'université, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord faire le constat, et je le dis comme ça sans méchanceté, il faut faire le constat que la majorité de ceux qui sont à l'université ont été enseignés dans le moule qui a toujours prévalu jusque-là, à savoir être exclusivement formés dans la certitude que tout le savoir est occidental et que nos ancêtres sont les Gaulois et que les Grecs ont tout inventé. Bon, quand c'est comme ça, ce qui n'est pas vrai. Quand c'est comme ça, on reproduit en fait la machine. Mais je dis que l'une des chances justement des universitaires que nous sommes, parce que nous sommes des chercheurs, et donc quand on découvre qu'il n'en est absolument rien, c'est au niveau de l'université aussi que les enseignants peuvent avoir une plus grande marge de manœuvre par rapport au primaire et au secondaire. Je ne dis pas que ce n'est pas possible au primaire ou au secondaire, mais c'est à l'université qu'on peut avoir une plus grande marge de manœuvre pour faire comprendre aux enfants que, enfin aux enfants, c'est peut-être un peu paternaliste, je veux dire aux étudiants, d'accord, pour faire comprendre aux étudiants que nous avons un savoir scientifique multimillénaire dont nous devons prendre conscience et que la prise de conscience de cela renouvellerait même notre approche des problèmes à traiter. Parce que trop souvent, nous regardons nos propres problèmes à la lumière des réalités occidentales. Et toutes les analyses que nous faisons, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient sociologiques, qu'elles soient historiques, toutes ces analyses-là sont faites à la lumière de la connaissance occidentale telle qu'elle nous est enseignée. Quand je prends le domaine d'histoire, regardez ce que nous enseignons en histoire. Au point où on est arrivé au fil des siècles on continue d'enseigner Napoléon, à être convaincu que nous nous sommes vendus entre nous. Et en histoire aujourd'hui, il y a même des thèses des gens qui défendent farouchement cette réalité-là. Or, c'est la réalité telle que présentée par l'Occident. C'est l'histoire de la chasse racontée par le chasseur. Très bien. Donc, je pense qu'à l'université, il est possible de faire autrement. Encore faudrait-il que l'enseignant soit en possession des informations de sources et qu'il veuille accompagner ses apprenants dans cette dynamique-là. D'accord. Alors, professeur, Dr Djawti, dites-moi, avant d'arriver à l'école ou à l'université, dans le cocon familial, quel mécanisme peut-on mettre en place pour redonner à l'enfant son identité africaine du moins? On peut dire que la première école, c'est la famille. Donc, la première école, c'est la famille. Donc, l'initiation. Je pense que l'initiation doit commencer dès le plus bas âge. Mais il y a un problème, effectivement, dont il faut quand même parler. Nous éduquons aujourd'hui nos enfants selon la tradition judéo-chrétienne. Donc, Cheikh Anta Diop, comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui tient la spiritualité d'un peuple, en réalité, le contraint à vivre sous le joug d'une servitude éternelle. Lorsque les Européens sont venus en Afrique, au XVe siècle, ils y étaient déjà depuis... Parce que l'Égypte a été attaquée en moins 1750 avec les Ekakasut. Donc, mais quand on est au XVe siècle, avant de mettre en place les razzias négrières, ils ont d'abord dénaturé la spiritualité africaine, retiré à l'Africain ce qu'il a de plus important. Parce que l'Africain, c'est l'être le plus religieux de la Terre, puisque c'est en Égypte, notamment, Hérodote le dit, donc les Égyptiens ont été les premiers à avoir théorisé la doctrine selon laquelle l'âme humaine est immortelle. Donc, protoi aegypton, ton logon, anthropoi souke athanatos. Donc, c'est ce que nous dit Hérodote. Donc, il a fallu d'abord dénaturer la spiritualité africaine, lui retirer en réalité ce qu'il a de plus important. Donc, notre essence est déterminée par notre spiritualité. Mais il ne s'agit pas d'une religion. Il s'agit d'une science, d'une cosmologie, parce qu'il faut distinguer la cosmologie, la spiritualité de la religion. Donc, l'initiation, effectivement, ce qu'il faut faire au niveau de la famille, c'est retrouver en réalité cette souveraineté spirituelle.
Parce que là, il n'y a pas de souveraineté politique sans souveraineté spirituelle. En tout cas, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Donc, la Chine aujourd'hui est aujourd'hui ce qu'elle est parce qu'elle a su garder sa spiritualité. Elle a su garder sa spiritualité qui, il faut le dire, est aussi d'origine africaine. Donc Bouddha, c'était un Africain. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, cela implique que la première française était une Africaine. Donc notamment la dame de Brassenpouille, moins 23 000 ans. Le premier chinois, la première dynastie Shang, c'est une dynastie africaine. Les premières civilisations en Asie, notamment en Inde, Mohenjo-Daro et Harappa, furent des civilisations africaines. Donc je pense qu'il faut revenir au niveau de la famille à une nouvelle spiritualité. À une nouvelle spiritualité, car le christianisme, il ne s'agit pas de combattre les chrétiens ou les musulmans. Nous avons tous été victimes d'un tel système qui est un système. C'est le pape Nicolas V, par exemple, dans sa bulle papale du 8 janvier 1454, c'est ce pape, Nicolas V, qui a demandé au Portugal, notamment au roi Alphonse, d'exterminer les Africains, de les mettre en esclavage. Donc nous avons jadis, pas de précédente lettre autorisée, le roi Alphonse du Portugal, la faculté pleine et entière de vaincre, de soumettre, de réduire, d'exterminer tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Africains, de prendre leurs immeubles, principautés. Donc le texte est assez long. Donc c'est l'Église qui a non seulement qui a initié l'esclavage, mais qui a pratiqué l'esclavage. Le pape Eugène IV, qui est le 207e souverain pontife, avait par exemple 10 esclaves. Donc il avait 10 esclaves. Donc comment pratiquer une religion qui est à l'origine de notre désastre n'est pas très glorieux. Donc je pense qu'un peuple ne peut se faire respecter que lorsqu'il se respecte lui-même. D'accord. Professeur Ouessou, quand on a fini de retirer la spiritualité originelle à l'Africain, quand on a fini de déconstruire et de lui montrer que ce qui vient de ses ancêtres est foncièrement mauvais, comment obtenir un Africain de type nouveau qui prenne conscience de sa valeur spirituelle pour aller de l'avant? C'est par l'éducation, une fois de plus. Et comme si vous l'avez bien suivi, et il a fort bien dit, en vérité, la spiritualité est scientifique. Et c'est ce qui fait la différence avec la religion. Parce que la spiritualité, qui est donc la cosmologie, procède de l'expérimentation, procède de l'observation, procède de la connaissance. Et les principes qui sont arrêtés sont des principes scientifiques. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense fondamentalement, pour aller à l'essentiel, pour faire court, que pour avoir un homme nouveau, il faut tout simplement repasser une fois de plus par l'éducation. Mais le problème, c'est comment nous éduquons jusque-là. Parce que c'est l'éducation qui nous fait être ce que nous sommes aujourd'hui. Mais dans ce cas, comment transmettre ces valeurs, ces connaissances aux Africains? Cela commence d'abord très tôt, en famille, il l'a dit. Oui. Mais encore faudrait-il que les familles elles-mêmes soient prêtes et imprégnées de ces savoirs-là. Oui. Ce qui signifie quoi? Qu'il y a un chantier important. Il y a un chantier important devant nous. Et si les autorités écoutent et ont envie qu'on aille de l'avant, eh bien, il y a des choses à faire. Et je pense que parmi ces choses qu'il y a à faire, tout ne peut pas se dire aussi sur les plateaux. Parce que vous comprenez que, je pense au moins ça, je peux le dire, il y a réellement des enjeux politiques derrière. Tout à fait. Qu'il ne faut pas ignorer. Et donc, après, si l'on a envie de transmettre à nos enfants une éducation qui soit à l'image de ce que nous avons été, cela est possible. Parce que ce ne sont pas les chercheurs qui manquent, ce ne sont pas les savants qui manquent, ce n'est pas la documentation qui manque. Tout à l'heure, un peu avant l'émission, je me permets de dire qu'on vous a présenté ici, et pourtant ce n'est qu'une infime partie de la bibliographie qu'on est susceptible de présenter. Mais on vous a présenté un certain nombre d'ouvrages. Près de 20 ouvrages. La documentation existe et des chercheurs comme Niusere Kalala Omotunde ont déjà fait un travail formidable. Et j'en ai parlé dans une des conférences inaugurales que j'ai pu animer à l'occasion d'un colloque. Et j'ai même montré les documents. C'est dire, l'Afrique est le seul continent sur lequel nous n'avons pas d'humanité classique africaine. Alors que les humanités classiques européennes existent, les humanités classiques russes existent, les humanités classiques chinoises, ainsi de suite. Mais pourquoi en Afrique on refuse qu'on en ait? Pourtant, des chercheurs et des savants,
hein, des savants comme Omotunde, je le disais tout à l'heure, et même comme notre ami Djéouti qui est là, je le dis parce que, bon, à tout seigneur, tout honneur quand même, il a aussi produit beaucoup de manuels pédagogiques, je dis bien, beaucoup de manuels pédagogiques, tout comme Omotunde, qui montrent ce que nous pouvons apprendre à nos enfants depuis le primaire jusqu'à l'université. Ouais. Donc, un travail important est déjà fait. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est un peu plus de courage, j'allais dire. De volonté politique. Bien, merci de me prêter le mot pour qu'on aille de l'avant. Et ça, les enjeux sont également autres et se jouent autrement. Et bon, voilà. Dans quelques minutes, nous allons boucler cette émission, mais pas sans avoir abordé le fait que vous avez parlé de la religion qui est différente de la spiritualité. D'accord. Quand on voit aujourd'hui les Africains qui sont prêts à invoquer des saints, qui sont les ancêtres des autres, et à rejeter leurs propres ancêtres, soi-disant que les morts vont les déranger. Quand l'Africain est arrivé à ce niveau, vous pensez qu'on a une petite chance de lui faire revenir en arrière pour se réapproprier les valeurs qui le caractérisent? En fait, juste un petit exemple pour montrer la différence entre spiritualité et religion. Dans la pensée africaine, il y a ce qu'on appelle la croix Ankh. La croix Ankh, on retrouve notamment à Mpumalanga en moins 174 000 ans. Donc, c'est la plus ancienne attestation de la croix Ankh qu'on retrouve plus tard en Égypte ancienne. Donc, c'est comme une croix, mais le haut de la croix est arrondi. Oui. Et donc, le haut de la croix représente la femme, oui, le bas, l'homme, et le milieu, l'enfant, la vie. Ce qui implique qu'en fait, que pour avoir une vie, il faut un mâle et une femelle. Donc, or, dans le dogme chrétien, le mâle, la femme a été retirée, on y a mis le Saint-Esprit, donc qui est généralement considéré comme mâle. Donc on ne peut pas avoir une vie avec un mâle et un mâle. Non. Donc ce n'est pas scientifique. C'est contre nature. C'est contre nature. Donc ce principe-là de la croix Ankh qu'on retrouve dans la spiritualité africaine est bel et bien scientifique, puisque ce principe est basé sur l'observation, est fondé sur l'observation de la nature. Donc, bon, il y a beaucoup d'autres exemples. Il y a beaucoup d'autres exemples. Donc, il ne suffit pas en réalité de redevenir des pharaons. Nous devons refaire de l'Afrique à nouveau, en fait, la première puissance économique et militaire de la planète. Donc, parce que nous sommes dans une question de... C'est un rapport de force. Oui, mais vous pensez que ça pourrait être encore possible quand on sait que c'est les autres continents qui fournissent les armes aux Africains? Oui, puisque nous avons dominé le monde pendant près de... Il est dans l'ordre naturel des choses qu'une civilisation naisse, évolue, disparaisse. Et la renaissance est également possible. Donc, nous sommes en période de renaissance. Vous y croyez? Oui, je ne suis pas optimiste, comme le dit le savant, le grand savant Kovirek Miret, ni pessimiste, mais réaliste. Ouais. Je pense que au jour le jour, en réalité, chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun doit prendre ses responsabilités et effectivement, la renaissance, je pense, est inévitable. Parce que au commencement était l'énergie et après Lavoisier va reprendre que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est un principe africain qui l'a repris. Et qui s'est imposé. Pourquoi c'est la formule de Lavoisier qui s'est imposée au lieu de celle des ancêtres africains? Effectivement, donc c'est pour cela qu'il faut resituer les sources, comme les théorèmes dits de Thalès. Oui. Mais Thalès n'a jamais écrit, il n'y a pas d'ouvrage de Thalès. Donc on pourrait dire aujourd'hui théorème d'Iyamessou d'Amoussou ou à la limite théorème de Thalès. Ce sera avec un peu plus d'honnêteté. C'est ça, d'accord. Allez, professeur Ouessou, on va certainement boucler dans un instant, mais dites-nous, quel espoir y a-t-il pour cette renaissance africaine dont le docteur Dodji est bien réaliste, si les voix qui s'élèvent au niveau de l'Afrique sont étouffées, quand ceux qui se lèvent pour ouvrir la conscience en griffe des autres, pour éveiller davantage la conscience des Africains, ceux-là sont assassinés, massacrés? Ça, c'est un constat, effectivement. C'est un constat. C'est une réalité. Il suffit de voir ce qu'on a fait de Marcus Garvey. Et aujourd'hui, nos enfants, dans nos écoles, dans nos établissements, ne savent même pas qui est Marcus Garvey. Ils ne savent pas ce qu'il a fait pour lui. Il suffit de voir ce qui est advenu de Malcolm X. On ne les connaît pas. Il suffit de voir comment on nous présente Samori Touré. Il suffit de voir comment on enseigne Sékou Touré.
Il suffit de voir comment on parle du roi Kaba. Bien. Et pour finir, tout dernièrement, il suffit de voir comment on a construit l'image de monstre de Kadhafi. Je ne dis pas en tant que politicien qu'il était blanc comme neige. Non, ce n'est pas de ça il s'agit. Mais on construit toujours l'image de ceux-là qui défendent. On construit une image négative de ceux-là qui défendent le plus l'Afrique. Encore qu'ils ont instauré une démocratie qui n'a jamais été réussie. Aujourd'hui, il est presque inadmissible pour un jeune Africain de dire que Sékou Touré était un héros africain, alors qu'il l'a été. Vous voyez, donc c'est l'image. Moi, je pense que c'est réel ce que vous dites. C'est réel. Mais en même temps, je pense aussi que quand on est réaliste, c'est forcément parce que quelque part au fond de soi, on conserve un peu une bonne dose d'optimisme. Et j'ai envie d'être optimiste. Mais sachant très bien l'environnement extrêmement difficile et compliqué dans lequel on est, j'ai pour habitude de dire tout simplement que chacun fasse ce qu'il pense pouvoir faire. Et après, lorsque c'est les petites gouttes qui font après les grandes autoroutes. Les grandes... Bon, voilà, c'est la conclusion. Sinon, j'allais finir par dire qu'après, on arrive à la mer. Donc, lorsque petit à petit, c'est la petite goutte qui finit par creuser le rocher. Merci et donc, beaucoup. Progressivement, on arrivera. Allez, docteur Diaouti, ça va être votre mot de fin pour clôturer cette émission. Je vais simplement rendre hommage au professeur Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga et à Omotunde et Kovi Rekmire, notamment à travers un passage devenu culte de notre cher Kovi. Donc, dans l'ouvrage de Cheikh Anta Diop, page 12, Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique, donc il dit donc, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire, aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le noir d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien. Ici, sans chez lui, il n'y a point des PIV, comme le ferait tout autre homme, qu'il soit indo-européen ou sémite. Moi, je m'arrête. Merci beaucoup, docteur Dodji Diaouti. Je rappelle que vous êtes docteur en philosophie, mais en mathématiques et plein d'autres matières. On vous présente sommairement comme ça. Et je voudrais préciser à nos amis téléspectateurs que vos lunettes, ce n'est pas pour frimer, ce sont des verres médicaux. Et si vous les enleviez, la lumière de nos projecteurs allait vous éblouir. Merci donc d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé tout ceci avec nous. Merci beaucoup. Allez, professeur Ouissou, merci à vous également d'avoir été là, d'avoir contribué à ce débat, d'avoir partagé ces connaissances avec nous. Nous vous souhaitons bon vent. Continuez de semer la petite graine dans vos étudiants. Ça germera un jour, pourquoi pas, et nous aurons une nouvelle identité africaine. Mesdames, Messieurs, votre émission Grand Débat a fait donc le tour aujourd'hui de ces grands savants africains qui ont contribué donc à l'évolution et de façon qualitative de l'humanité. Chaque fois, partout où vous êtes, quel que soit votre rang, votre position, faites toujours quelque chose pour souverainement sauvegarder l'identité africaine. Bonsoir chez vous.